bienvenue à cette belle initiative, hein, disons-le, de l'Université de Montréal de nous permettre de partager nos bons coups en matière d'enseignement et d'intervention dans les milieux cliniques. Julie Masse et moi avons développé il y a déjà quelques années une formation qui touche directement les ergothérapeutes. Et puis, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. On va vous montrer l'origine de cette formation, le besoin initial qui a été identifié, et puis l'avantage de se servir de nos expériences variées, nos expériences diverses, complémentaires, Julie et moi, expérience clinique de Julie et parcours en anthropologie de la santé, et puis quelques constats. On pourra vous partager aussi quelques constats de participants à la suite des formations qu'on a données, et vers où on s'en va dans le futur avec ce type de formation qui comporte certaines caractéristiques. Et puis, c'est ce qu'on va vous partager dans les prochaines minutes. Petit problème technique, là. Ça ne marche pas. Tout est figé, là. Des fois, si on fait un right-click, puis tu déplaces, tu changes ta diapo avec, au lieu de cliquer. Des fois, pour la première fois, ça fonctionne. OK, super. Voilà. Donc, voilà le programme de notre intervention. Donc, à toi, Julie. Alors, je suis enchantée d'être parmi vous. On va vous parler de l'intervention qu'on a créée quand même, qu'on donne depuis 2017, qui s'intitule « Intervenir dans un contexte culturellement diversifié, des enjeux qui dynamisent la pratique de l'ergothérapie ». Alors, pour vous donner une idée un peu concrètement de quoi on parle, puis on va vous parler après ça un peu plus des approches pédagogiques, des contenus aussi qu'on aborde. C'est une formation qui se donne au sein du programme de formation continue de l'Université de Montréal, donc à des cliniciens praticiens, qu'on offre à des groupes de 6 à 15 participants généralement. Et le format de la formation se déroule sur 2 jours, espacés d'un intervalle de 2 semaines, parce qu'on s'adresse à des cliniciens. On veut que tout ça mijote aussi, qu'il y ait un regard différent sur leur pratique pendant les 2 semaines entre les 2 journées de formation. Et depuis 2021, on a accepté quand même de donner cette formation-là en virtuel pour différentes raisons. On n'était pas chaud à l'idée au début. On l'a fait. On a vécu aussi des succès avec ça. On pourra en discuter si c'est parmi les choses que vous voulez aborder. Et c'est une formation qu'on a eu la chance d'offrir aussi dans des milieux cliniques, donc à des cliniciens, des gestionnaires, du personnel administratif d'un même milieu, que ce soit un centre de réadaptation, un CLSC par exemple aussi. Et ça a été donné dans le même format, là, 2 jours espacés de 2 semaines. Les objectifs de notre formation sont de familiariser les participants à l'impact de la diversité linguistique et culturelle au sens large sur la pratique en ergothérapie en particulier et de les sensibiliser à l'évolution même de la profession face à la diversité dans une perspective historique. C'est d'aider les participants aussi à mieux comprendre l'influence du contexte culturel sur les occupations des individus parce que c'est notre point d'intérêt central en ergothérapie, puis les façons de s'adapter à un problème de santé qui survient à un certain moment dans la vie de ces personnes-là. D'explorer des moyens aussi concrets que possible là, de permettre à l'ergothérapeute de mieux considérer la diversité dans différents contextes de pratique. Donc, on s'intéresse à des cliniciens, on s'adresse à des cliniciens, mais qui ont différentes réalités cliniques, mais qui ont une même discipline, une même profession, et aussi de les exposer à des ressources là, de qualité qui leur permettent de cheminer davantage là, dans le développement de leurs compétences interculturelles. Ça sent bien, je pense. Non? Si tu déposes la souris, puis ensuite, c'est ça, tu cliques dedans, puis ensuite tu changes. Ah oui, voilà.
Alors, cette formation-là est née je dirais que la première étape, c'était une intuition un peu, là, où comme professeur agrégé de clinique au programme d'ergothérapie, je sais que les ergothérapeutes font face à des situations cliniques un peu plus lourdes, chargées émotivement aussi, puis on avait de la difficulté à aborder ça, à en parler, à nommer ce qui se passait. Donc, je sentais que c'était peut-être un élément qu'il fallait approfondir dans la formation des cliniciens. La diversité au sein de nos étudiants était de plus en plus visible, je dirais, parce qu'elle existe depuis toujours, mais il y avait des éléments qui étaient plus visibles et peut-être qu'au sein du corps professoral, il y avait quelque chose de peut-être plus homogène, puis je crois que tout ça n'était pas mis à profit dans nos enseignements. Puis mon bagage personnel aussi me rend sensible à des enjeux comme ceux-là pour différentes raisons. Alors, il y a un besoin qui a été nommé au sein de mon équipe de travail. J'ai des opportunités dans mes implications en enseignement de revenir au fondement de ma profession aussi pour essayer de développer du contenu pédagogique en lien avec des enjeux de diversité, revenir dans mes modèles conceptuels aussi. L'ergothérapie, on s'intéresse à l'activité humaine, puis on aide les gens qui ont des problèmes de santé à mieux fonctionner dans des activités qui donnent du sens à leur vie. Alors, je suis allée consulter aussi de l'état des données probantes sur des enjeux interculturels, les prises de position de l'Association canadienne d'ergothérapie aussi, et tout ça a inspiré des contenus d'enseignement, mais je sentais que j'avais quand même une limite dans ma capacité d'approfondir des enjeux comme ceux-là. Et j'ai rencontré Daniel Côté parce qu'on a des intérêts communs en douleur chronique, en réadaptation au travail. Donc, nos chemins se sont croisés. On est tous les deux porteurs aussi d'un bagage personnel qui nous rend sensibles à des enjeux comme ceux-là, motivés aussi d'aborder la question. Et on avait d'emblée une posture très semblable dans notre façon d'aborder la question, qui est plus une vision plus où on veut favoriser le dialogue. Et on s'est rendu compte qu'ensemble, on était en mesure de mieux comprendre la complexité des occupations humaines pour les gens qui ont des problèmes de santé divers, parce qu'on avait aussi la possibilité de mieux comprendre la société et la culture en mettant à profit nos bagages professionnels. Daniel, je te laisse continuer là-dessus. Le besoin à l'origine et l'idée de joindre nos efforts communs pour développer cette formation-là. Quand on s'est rencontrés pour la première fois, j'étais en train de terminer mon premier projet comme chercheur à l'IRSST sur les parcours de réadaptation au travail. Et on s'était enquéri de l'expérience et des préoccupations de nombreux intervenants en réadaptation dans du côté de la clinique et du côté de la CNESST. Et puis, on s'est dit, ben, c'est le moment de se servir de ces expériences-là, de ces partages-là de participants levier pour créer une formation qui reflète la réalité de l'agothérapie. Donc, c'est une formation qui est inscrite dans dans le cadre de l'agothérapie et il nous est arrivé de l'adapter à d'autres, il nous arrive de plus en plus de devoir l'adapter à d'autres professions de la santé tout en gardant le même fond, la même approche pédagogique interactive, les approches par situation. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, mon changement de... Je suis désolé pour le problème technique. Ça... C'est bizarre. Ouais. Je vais sortir du partage d'écran et tu iras avec ton propre document. Encore une fois, on est désolé. Là. Alors, pour vous donner une idée un peu là, du format des contenus qu'on aborde aussi, c'est une formation, comme je vous disais, qui se déroule sur 2 jours. Les méthodes pédagogiques qu'on privilégie, c'est des exercices réflexifs avant même de commencer la première journée de formation. Donc, on a des questions de réflexion qu'on partage avec nos futurs participants et on fait un retour sur ces questions-là aussi suite à la formation. Et c'est quelque chose qui nous aide à renouveler, à bonifier aussi le contenu, le format de ce qu'on fait. Il y a des exposés interactifs. On a développé une formule aussi d'atelier de situation
pour faire face à des enjeux cliniques là, qui sont très bien documentés ou qui reviennent souvent aussi dans le discours de nos participants. On favorise beaucoup, à travers différentes tactiques, le partage d'expériences dans nos groupes là, de participants. Certaines lectures sont suggérées, on utilise des extraits de texte et ce qu'on fait aussi beaucoup plus, je dirais, que dans plusieurs autres situations d'enseignement, c'est l'utilisation d'analogies, d'images. On pourra vous parler un peu de ce qu'on utilise là, pour vraiment aborder la question de façon très nuancée. Alors, nos contenus ne sont pas abordés de façon linéaire. On a une mise en contexte. Ça commence souvent par une vignette clinique qu'on sait qui est assez typique là, dans la profession d'ergothérapie, avec des enjeux qui sont bien documentés dans la littérature. Suite à ça, on aborde des notions théoriques, la définition de ce qu'on entend par diversité, par culture, le préjugé. On aborde des notions comme celle-là, mais en parallèle avec d'autres situations cliniques qu'on va retravailler au fur et à mesure. Typiquement, dans une formation de 2 jours, on va aborder environ 7 vignettes cliniques. Parfois, on a plus de matériel que nécessaire. Parfois, ça émerge des discussions de groupe, du partage d'expériences, puis on oriente davantage notre réflexion, nos ateliers de situation autour de situations cliniques qui sont rapportées dans notre groupe. Et on finit chacune des journées de formation là, en revenant sur des messages clés, en abordant un peu des déclics que certains participants pourraient avoir eus, mais aussi en abordant des zones d'inconfort, des questionnements, puis en ouvrant le dialogue à ce sujet-là. Alors ça, cette diapo-là nous donne un peu une idée là, de ce qu'on entend par atelier de situation de rencontre interculturelle. Donc, on propose une démarche là, en 7 sous-étapes pour soutenir le raisonnement clinique des ergothérapeutes dans leur réalité à eux en termes de raisonnement clinique aussi, puis dans des situations qui reflètent leur réalité. Donc, on aborde chacune des vignettes avec des questions de réflexion, des questions d'orientation, on ouvre le dialogue, on s'intéresse à la culture, oui, de l'autre, aux facettes identitaires du patient, de sa famille, des personnes concernées, mais aussi aux facettes identitaires de l'ergothérapeute qui intervient dans un contexte organisationnel donné. Et on ne réinvente pas la roue, hein. On est vraiment en train d'appuyer leur démarche clinique habituelle. On utilise notamment la notion de drapeau là, comme facteur de risque qui est emprunté à la littérature là, sur la réadaptation au travail des travailleurs blessés au niveau du dos. Donc, il y a des drapeaux là, qui sont identifiés généralement pour s'intéresser à des cas cliniques comme ceux-là. Et on ajoute, et ça, ce n'est pas documenté, mais un jour, ça sera probablement la notion de drapeau vert qui amène un regard sensible, culturellement sensible à des enjeux déjà connus en ergothérapie, qu'on considère déjà, mais qui peuvent prendre une ampleur ou qui nécessitent des nuances plus importantes en contexte de diversité. Et dans un troisième temps, après avoir fait des exercices de centration, de décentration, d'analyse des cas cliniques, on élabore des stratégies à différents niveaux pour aider les ergothérapeutes à mieux intervenir. Alors, je laisserai Daniel là, aborder cette idée de stratégie à différents niveaux. Oui, puis je rajouterais aussi ici que dans cette démarche-là, on insiste beaucoup auprès des étudiants, des professionnels, sur la centration et la décentration. C'est un élément qui est pour nous indissociable là, du développement des compétences interculturelles pour que les gens prennent conscience qu'on est tous porteurs de culture et que la culture, ce n'est pas seulement l'affaire de l'autre, mais que dans l'interaction, ça prend tout son sens. Et on insiste aussi pour leur dire, l'interculturel, le plus important, c'est l'inter. C'est le préfixe inter qui fait qu'on est en interaction, rapport intersubjectif. Donc, ça, on insiste beaucoup là-dessus. Et puis, pour entamer les échanges, les réflexions. Donc, ce qui est important pour nous aussi, c'est de discuter avec les participants de la notion de compétence, qui est une notion qui peut être controversée dans certaines disciplines. La compétence, pour nous, on la présente comme au moins 3, se situant à au moins 3 niveaux. Le niveau de l'individu, c'est ce qui est le plus souvent documenté dans la littérature. Donc, l'habileté de la personne à développer de l'empathie, à comprendre, par exemple, les rapports de pouvoir qui peuvent s'instituer entre deux personnes, un thérapeute, un patient, les habiletés de communication. Mais il n'y a pas que ça. On peut bien développer ces habiletés-là. Si on n'a pas un environnement professionnel qui nous soutient, ça peut être difficile et on l'a documenté dans la recherche à quel point ça peut être difficile pour les intervenants qui ne sont pas soutenus par leur milieu. Donc, on va situer la compétence à l'échelle du collectif de travail et à l'échelle de l'organisation.
est-ce que mon organisation me permet de mettre en place des stratégies que j'estime être nécessaires pour atteindre une efficacité clinique, oui ou non. Puis, si ce n'est pas le cas, ben, on se retrouve dans des situations souvent de double contrainte ou de paradoxe qui fait que les intervenants peuvent éprouver un certain malaise de ne pas pouvoir appliquer ou mettre en place une stratégie. Donc, pour nous, ça, c'est un peu l'ADN de la formation de l'intérêt culturel dans ce cadre-là, à plusieurs échelles, et puis voir les possibles contradictions, et puis comment on peut les résoudre aussi, parce que c'est bien beau de nommer une contradiction ou un paradoxe. Si on n'arrive pas à les résoudre, ça ne nous avance pas beaucoup plus loin. Donc, voilà, on pourra discuter de ça si ça vous interpelle, si vous avez des questions par rapport à ça. Et puis, on va terminer avec quelques constats de participants. Oui, certainement. Alors, ce qu'on a accumulé un peu comme rétroaction de la part des participants, parce qu'en fait, notre formation, on n'a jamais donné 2 fois la même formation, je tiens à le dire, c'est vraiment un processus de co-création continue. On s'adapte au contenu, aux commentaires des participants, à leurs préoccupations. Il y a des enjeux d'actualité qui peuvent nous inspirer. L'état des connaissances évolue aussi, même dans les dernières années, à l'échelle de quelques années. Ça a été des choses qui nous ont permis d'approfondir certains points, de prioriser d'autres. Donc, les participants nous disent souvent qu'ils apprécient beaucoup les approches pédagogiques variées, qui sollicitent leur participation active. Le fait d'avoir un petit groupe, que ce soit en ligne ou en présentiel, était quelque chose de souligné comme étant favorable aux échanges. La dynamique et l'ouverture des formateurs a été appréciée aussi. Donc, on parle un peu de nos connaissances comme dans le domaine, mais aussi notre parcours qui nous amène à nous intéresser à ça, que ce soit en clinique, en recherche ou autre. Les outils d'analyse, les stratégies d'intervention proposées sont quelque chose d'apprécié. Et puis, il n'y a aucune stratégie qui fonctionne à tout coup. Là, on préconise plutôt une pratique réflexive, mais d'avoir des exemples, de naviguer là-dedans, c'est quelque chose d'apprécié. Et tout récemment, là, une participante nous disait ceci dans le chat, là, ce que je retiens le plus, c'est de ne pas tomber dans le piège de la généralisation, ne pas classer, compartimenter, mais vraiment voir la personne dans toute son individualité, avec son passé, ses expériences et croyances. On doit s'adapter constamment et continuer à évoluer. Donc, c'était le reflet d'une préoccupation d'une clinicienne, puis son appréciation de la formation. Ce qui nous continue à nous faire réfléchir aussi, c'est que certains participants s'attendent surtout à avoir des connaissances culturelles. D'emblée, ils viennent dans la formation, puis ils ont plutôt des attentes de mieux connaître certaines caractéristiques de certaines aires culturelles, puis peut-être d'avoir quelque chose qui ressemblerait plus à des généralisations, à une marche à suivre. Puis, ils sont parfois surpris et souvent agréablement surpris de dire, bien, grâce à cette approche réflexive-là, j'arrive à avoir une approche plus centrée sur le patient, à peut-être dépasser les stéréotypes ou les préjugés, avoir des hypothèses, utiliser la culture comme une hypothèse. Alors, parfois, ça les amène ailleurs que l'esprit dans lequel ils étaient au début. De notre part, comme formateur, on s'est rendu compte avec les années qu'il y avait des enjeux cliniques spécifiques qui revenaient de plus en plus souvent. Donc, on a été capable de centrer sur des histoires de cas qui reflètent vraiment une réalité mieux circonscrite en restant ouvert à d'autres enjeux. On a remarqué un intérêt marqué de nos participants en lien avec l'impact de certaines pratiques managériales sur le déploiement de la compétence culturelle. Donc, le pilier organisationnel était un élément vraiment qui suscitait beaucoup de questions puis de réflexion. Des enjeux de tenue de dossier aussi dans la pratique de l'ergothérapeute. Et on a de plus en plus, avec les années, mis à profit nos expériences personnelles pour illustrer certains propos. Donc, on s'est ouvert de plus en plus comme personne porteuse de culture, d'expérience dans des contextes diversifiés aussi. Puis on sent que ça a donné un peu plus d'élan aussi aux discussions de groupe. Donc, c'est quelque chose qui était comme favorable, puis qu'on faisait peut-être un peu moins au début. Nos méthodes pédagogiques aussi, on s'est rendu compte que ce qu'on proposait, c'était plus une pratique réflexive critique, beaucoup plus qu'une marche à suivre. On a vraiment de plus en plus mis à profit notre complémentarité, ergothérapie, anthropologie, puis c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur, je vous dirais, là, et c'est très, très stimulant de continuer un partenariat comme ça. On a ajusté dans certains cas la durée de la formation. On n'a peut-être pas toujours la latitude d'aller sur 2 jours dans certains milieux cliniques. Alors, on a reformulé nos objectifs en conséquence. On a inclus des participants à distance, puis on favorise, et ce n'est pas toujours le cas, l'implication aussi d'au-delà des cliniciens, des gestionnaires, puis du personnel administratif.
Cette formation-là, qui est en continuel développement, ben, elle a vraiment bonifié l'enseignement au curriculum de base au programme d'ergothérapie. Donc, par ricochet, il y a vraiment eu un impact. On a fait face aux cliniciens, à leurs besoins, mais ça inspire beaucoup la formation aussi des futurs cliniciens. On a développé aussi une formation disciplinaire dans le contexte de pratique des hygiénistes dentaires en collaboration avec l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec et on la donne depuis quelques mois, là, mais ça a pris quand même, c'est 1 an ou 2 de préparatifs, de travail, de co-création pour en venir à une formation disciplinaire dans une autre discipline de la santé. Et on a des demandes pour des formations interdisciplinaires et le défi, ça va être de garder aussi des enjeux qui concernent chacun des intervenants, d'intégrer ça dans leur réalité clinique. Mais c'est des formations qui se situent dans un contexte de réadaptation au travail, donc qui ont une clientèle en commun, mais différents professionnels. Alors, ça évolue toujours là, dans ce sens. Puis je rajouterais aussi qu'on est de plus en plus sollicité pour donner des formations de type dîner-conférence. Donc, on le fait pas encore, mais on est face à la demande. On va être appelé à se pencher là-dessus sérieusement dans les prochains mois, dans la prochaine année pour offrir un contenu qui soit quand même assez consistant et qui puisse être utile pour les intervenants. Donc, merci de votre écoute et puis on est très ouvert à vos questions, à vos commentaires et puis à vos différents partages. Merci. Merci beaucoup, Daniel et Julie, pour votre présentation qui est très inspirante. Je vais peut-être vous poser parce qu'il n'y a pas de question dans le chat, une question pour ensuite qu'on puisse passer à notre autre groupe d'invités. On pourra revenir ensemble. Mais la question que j'ai en tête, il y a 3 ingrédients clés, là, parce qu'on est tous sûrement très enthousiastes de développer peut-être des vignettes de réflexion en lien avec des situations interculturelles. Est-ce qu'il y a 3 ingrédients clés que vous pourriez nous proposer lorsqu'on veut peut-être développer des vignettes de réflexion sur les approches interculturelles? C'est sûr que vous avez chacun un bagage personnel puis sûrement qui influence, mais vous êtes partie quand même de la culture dominante au Québec. Peut-être, je ne sais pas si vous avez quelques pistes de réflexion pour guider l'auditoire. C'est une bonne question. Moi, je pense que le premier ingrédient, c'est de cultiver là, en soi là, le doute et l'incertitude. Parce que c'est ce qui nous permet de toujours rester sur le mode réflexif et le mode centration-décentration. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Je pense que ça, c'est la matière première là, d'une attitude, je dirais, interculturelle qui est sensible tant sur l'aspect dialogue, de la communication interculturelle qu'à différents aspects liés aux différents processus macroéconomiques ou la question du travail, par exemple, le travail, la santé au travail, la précarité du travail. Donc, être conscient de ces différentes dimensions-là du problème et puis d'essayer de s'ancrer dans l'univers de pratique qui nous concerne dans une formation disciplinaire, par exemple. Et on nous a demandé récemment, par exemple, encore pour une mise en situation, les gens venaient suite à l'affaire Joyce Echaquan. Donc, on a intégré du matériel sur la question des Premières Nations pour poursuivre, si on veut, cette demande-là des participants. Donc, la formation, elle est flexible, elle est adaptable. Il faut donc garder en vue, c'est peut-être un autre ingrédient, ça, cette flexibilité-là, cette capacité à s'adapter en cours de route. Et puis, la formation aux ergothérapeutes, par exemple, elle se donne sur 2 jours. Donc, entre les deux journées de formation, on va être capable d'intégrer du nouveau matériel qui va correspondre aux attentes ou s'ancrer davantage dans la réalité professionnelle des participants. Et Julie voulait rajouter quelque chose aussi par rapport à ça. Oui, je vais me permettre d'ajouter le 3e ingrédient.
c'est d'arriver avec des enjeux qui sont proches, concrets de la réalité clinique, d'essayer de mettre le doigt sur une différence qui fait vraiment une différence dans la façon d'intervenir à ce moment-ci auprès du patient, de se rapprocher vraiment d'enjeux palpables, puis que finalement, la culture, ben, on est capable d'utiliser d'autres mots que le mot culture pour expliquer qu'il y a peut-être un écart quelque part entre les attentes de mon patient et mes cibles d'intervention, par exemple, ou les moyens d'intervention que je préconise. Donc, d'être vraiment, vraiment proche de choses qui sont très palpables dans le métier qu'on cible finalement pour notre auditoire. C'est ça, dans le fond, on commence avec la question de la culture, mais c'est pour mieux la déconstruire, c'est pour mieux la mettre en perspective et puis pour dire aux gens que finalement, la culture, c'est tout, et ça peut être rien, ça peut amener à des généralisations abusives, ça peut biaiser le jugement clinique. Donc, oui, c'est pertinent comme notion puisque tout le monde, comme on a dit tantôt, on a tous été socialisés à partir d'un certain moule. Mais une fois que cela est dit, il faut être capable d'en sortir et de peser là, les conséquences d'un usage abusif de cette notion-là. Je pense que les étudiants, avec l'expérience qu'on a de ces dernières années, sont capables de partir après les 2 jours de formation avec une vision beaucoup plus nuancée des choses. Et puis, c'est ça, là, je pense, l'objectif ultime, c'est qu'ils apprennent à penser en termes beaucoup plus nuancés qu'en termes généraux. Puis, voilà, je ne sais pas si... Voilà, ça fait le tour, je pense. Merci beaucoup. Il y a une autre question dans le chat que je vais garder un peu plus tard, si on a plus de temps, sinon aussi, puis peut-être y répondre via le chat. Alors, merci beaucoup pour ces judicieux conseils. Maintenant, nous allons passer à la deuxième présentation avec nos collègues de l'École de travail social. Alors, je vais inviter Mme Rosemary Carlton, Monsieur Edouard ou Jen Lee également. Yara Fadel, qui est une diplômée de notre université, a présenté leur projet en lien avec se former à la pratique en contexte de diversité. Alors, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour la présentation. Je vais juste partager mon écran. Est-ce que vous voyez? C'est correct? Non? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Tu peux te mettre en mode présentation. Je vous remercie beaucoup pour cette opportunité pour présenter l'initiative d'atelier d'échange et de mobilisation entre les étudiantes et les étudiants racisés sur leur expérience à l'École de travail social. Cette initiative a été faite dans le cadre du projet de maîtrise à l'École de travail social, supervisé par Edouard Lee et mes 2 professeurs, Edouard Lee et Rosemary Carlton, qui sont là avec nous. Merci d'avoir participé aussi. Donc, aujourd'hui, je vais faire une brève présentation de cette expérience, de cette initiative. On peut parler du contexte de l'initiative, du questionnaire qui a été fait, de la description du projet, l'analyse des échanges un peu. On va conclure avec certains messages à souligner et on va laisser vraiment la parole pour faire une discussion sur les éléments que vous auriez qu'on aborde ensemble. Pour débuter, je vais laisser la parole pour Rosemary et Edouard pour présenter un peu c'était quoi le contexte de l'initiative. Donc, allez-y. Merci, Yara. Donc, depuis plusieurs années, l'École de travail social à l'Université de Montréal s'intéressait aux enjeux d'équité, diversité et d'inclusion. Et aussi, la discipline, la profession du travail social est intéressée à la justice sociale aussi. J'ai mon chat ici, Lily, qui va nous joindre. Puis, dans notre école, on vraiment souhaiterait travailler à défaire et réduire les barrières vécues par les étudiants et étudiantes appartenant aux groupes sociaux minoritaires, notamment en lien avec leur sélection, rétention et diplomation. Cela comprend aussi les expériences des étudiants et étudiantes racisés et les défis autour du racisme institutionnel dans les milieux éducatifs et les milieux de pratique. Donc, en 2019, on a produit un rapport présentant en synthèse des mesures et des politiques en matière EDI et la justice sociale. Et par la suite, après la mort de George Floyd, on a reconnu en tant qu'école que
bien qu'on a une norme significative des étudiants noirs, au sein de notre école, on avait une surreprésentation chez notre personnel, y compris les profs. Et on voulait comme agir pour soutenir davantage les étudiants noirs et on a entamé des ateliers de l'entraide mutuelle. Puis, à travers plusieurs ateliers, discussions, réflexions, qui a compris aussi d'autres étudiantes racisées, on a implanté un comité antiraciste et inclusif de l'École de travail social. Et on poursuit à faire avancer des activités en lien avec ce comité. Donc, le projet de Yara s'insère un peu dans le cadre de ce comité aussi. Après la présentation, je vais mettre dans le chat un lien vers une page web qui décrit davantage ce comité. Je vais laisser la parole à Rosemary. Donc, le projet de Yara a découlé de cette réflexion de l'école. Puis aussi, ça arrivait à un temps du COVID. Yara a commencé à faire sa maîtrise pendant la période de COVID et entrée en stage. Et le programme de maîtrise en travail social, option stage, ça inclut la création d'un projet dans un milieu de travail social. Donc, pour cette situation, on a eu l'opportunité, l'occasion de faire quelque chose de créatif, de répondre à un besoin important à l'école et de nos étudiantes et étudiantes, mais aussi de répondre à un intérêt de Yara de poursuivre son stage dans les milieux de travail de notre école de travail social. Donc, comme moi, j'ai eu le plaisir de l'accompagner tout au long de son stage, comme étant le professeur du séminaire de stage. Donc, c'est mon rôle, c'est d'accompagner certaines nombres d'étudiants dans le développement de leur projet, l'implantation de leur projet et finalement la rédaction de leur essai critique final à la fin. Donc, c'était dans mon rôle d'accompagner Yara, qui est le stage, d'habitude, ça s'échelonne dans 2 sessions, de 510 heures d'implication. Je sais que Yara a fait beaucoup plus que ça, mais je vais laisser à elle d'expliquer de ce qui est son projet. Merci beaucoup, Rosemary et Edouard. Donc, dans ce contexte-là, dans le cadre de mon stage aussi, on a pu passer à plusieurs. Donc, il y avait comme. C'était le projet d'intervention ou le projet de stage, on peut le conceptualiser en 4 étapes. C'était plus au début l'étape consultative où j'étais engagée dans plusieurs activités. Il y avait des cafés, rencontres virtuelles entre les étudiants. Il y avait l'initiative où on a partagé un peu avec les professeurs, dans la conceptualisation de tout le comité. Il y avait aussi un autre comité dont j'étais engagée, c'était le comité de soutien en catastrophe, pour venir en aide, pour voir quel type de soutien on pourrait offrir aux personnes, aux membres de l'école dans des situations de catastrophe, c'est disons naturelles ou humaines. Puis, on était vraiment dans l'étape où on devrait étudier les besoins des étudiants, et spécifiquement les étudiants racisés. Et là-dessus, on a utilisé deux outils qui étaient la rencontre d'échange, une rencontre d'échange qui a été co-organisée et co-animée avec notre collègue à l'école. Et on a pu vraiment discuter avec les étudiants pour une première fois sur la question du racisme. Puis, il y avait aussi un questionnaire qui était un questionnaire destiné à toute l'école. Ce n'était pas juste spécifique à mon projet, mais c'était destiné à plusieurs groupes. Donc, mais on parlait plus des éléments qui sont liés à cette initiative. Donc, et par la suite, après avoir fait l'analyse des besoins, on est passé à l'élaboration du projet et après à la mise en place de cette initiative. Donc, le questionnaire nous a permis vraiment de documenter les vécus du racisme au sein de l'école et de donner place aux étudiants de s'exprimer quant à l'intervention à élaborer et à mettre en place. On aimerait vraiment mettre en avance les résultats suivants. C'est que parmi les étudiants qui ont répondu, il y a 20% qui s'identifient comme personnes racisées.
parmi ces 20%, il y a environ 29% qui ont vécu du racisme au sein de l'école. On a vu que ces expériences, elles sont variées selon le contexte. Donc, comme vous voyez dans le tableau, on a pu voir comme la variation dans la place, dans où, de qui et quand. Et on peut bien remarquer qu'il y a comme dans la première colonne, dans la deuxième colonne, on peut voir qu'il y a un grand nombre de personnes qui ont vécu du racisme lors des travaux de groupe de la part de leurs étudiants, et c'était à plusieurs fois. Il y a d'autres formes de discrimination qui ont été spécifiées, qui ont été plus décrites par les étudiants. C'est plus la discrimination linguistique à cause de l'accent, les microagressions, les préjugés et l'exclusion. En termes d'action, les étudiants ont exprimé, environ 87% des étudiants racisés ont exprimé l'intérêt de créer un groupe d'échange et d'action. Ce pourcentage a un peu diminué quant à l'intérêt de participer à ce groupe. Mais ce qui était comme la part de tout ce projet, c'est de savoir vraiment c'est quoi ce que les étudiants veulent faire, et les objectifs qu'ils veulent déterminer pour eux-mêmes, pour cet espace-là. Et je vais vraiment les noter. Donc, c'est vraiment la première, et c'était le besoin le plus partagé, c'est de partager les différentes perceptions des expériences vécues pour trouver des pistes de solutions et d'action, d'exprimer les défis et les expériences de discrimination, d'exclusion et de racisme, de faire la connaissance des collègues qui vivent des expériences similaires, de donner sens à interpréter les vécus et expériences personnelles et collectives, de développer de l'aisance de partager sur les questions de discrimination, d'exclusion et de racisme, et de se mobiliser pour prendre action. Donc, comme vous voyez, c'est plus le besoin était beaucoup plus dans l'échange, alors que c'était moins exprimé par rapport à prendre action directement. Et par là, on voulait vraiment aller dans l'idée de créer l'espace d'échange et d'action qui répond vraiment aux objectifs qui sont cherchés par les étudiants racisés qui ont répondu au questionnaire et qui ont été aussi exprimés dans la rencontre, comme le groupe de discussion qu'on a pu faire, si on peut le nommer. Et dans ce cadre-là, pour comprendre davantage, pour avoir une meilleure compréhension de l'expérience des étudiants et étudiantes, on a utilisé comme un cadre d'analyse qui vient par l'intersection entre deux grandes lignes de pensée, la perspective anti-oppressive et l'interactionniste symbolique. Avec la perspective anti-oppressive, ça apporte la perspective objective liée aux enjeux structurels, où on peut reconnaître la pluralité des oppressions qui sont vécues de façon intersectionnelle, mais aussi on voulait avoir une perspective plus subjective liée à l'interprétation de la personne concernée. Ayant souligné cette perception, on a choisi d'employer l'approche d'empowerment dans cette initiative avec une intervention collective. Donc, dans l'empowerment, on parle plus de participation, de collaboration, de co-construction, et c'est ce qu'on voulait choisir, c'est ce qu'on voulait comme méthode d'intervention. Donc, c'était plus dans le processus interactif de changement et d'action sociale qui promet la participation de ces individus dans ce groupe à l'École de travail social comme à Montréal. Et c'était vraiment une intervention bottom-up. Comme dans tout le processus, on a assuré que les personnes participent bien dès le début à l'étude des besoins, à l'implantation, à l'évaluation et par la suite dans la continuité du projet qu'on va discuter. Et on a vu aussi que l'intervention collective était l'une des méthodologies qui était utilisée pour combattre le racisme et la discrimination. L'espace d'échange a été mis en place sous forme de 5 ateliers. Et il y avait 2 premiers ateliers qui visaient beaucoup plus l'échange, comme
pour que les personnes se connaissent, partagent leur vécu. Et on a réalisé qu'à la deuxième atelier, il y avait comme le souci il y avait beaucoup plus comme la discussion sur l'action. Donc, c'est lorsqu'on a vu que ça sera intéressant d'élaborer une ébauche de comment il va l'espace développer. Et après avoir établi créé ce type d'ébauche, on voulait faire aussi le lien entre le comité antiraciste de l'école et les étudiants pour s'assurer que ils vont pouvoir s'exprimer. On va voir comment on va s'organiser, concentrer ces deux initiatives ensemble. Donc, par la suite, il y avait plusieurs retombées qu'on pourra observer déjà, que j'ai pu observer à court terme. Donc, les ateliers ont offert aux participants un espace sécurisé pour échanger sur leur vécu et pour co-identifier leurs besoins souhaits en termes d'action. Les participants ont élaboré une ébauche pour décrire l'espace à développer par et pour les étudiants racisés à l'école. Et les étudiants ont créé aussi un lien de confiance entre eux et qui a permis de créer ce type d'entraide au cours de ces ateliers. Et à long terme, ce qu'on peut aussi observer, c'est que les participants, parmi de ces participants à ces ateliers, sont présentement engagés d'une façon ou d'autre aux activités du comité antiraciste. Au cours de tout ce projet, il y avait des facteurs qui nous ont aidés pour le mettre en place. Il y aura des facteurs qui étaient considérés comme des défis. Donc, les forces, ça tombe bien que, puisqu'on utilise bien l'approche d'empowerment, c'était l'engagement des étudiants. Donc, pour moi, sans les étudiants, l'initiative n'existe même pas. La solidarité qui a été exprimée entre eux, le soutien des membres de l'école, et surtout les professeurs, et ma position parmi toute cette intervention, c'est d'être étudiante et non pas une personne de l'extérieur ou quelqu'un surtout quand on parle vraiment de pouvoir, pas de position hiérarchique à l'école. Donc, ça a été comme quelque chose d'avantageux aussi de l'avoir comme animatrice. Parmi les défis, et je pense que c'était aussi, il y a beaucoup de choses qui ont été liées à la COVID. C'était déjà difficile de mobiliser les étudiants, de recruter. Donc, l'intervention à distance, elle était comme... certains ont préféré de faire à distance, puis ça leur permettait vraiment de participer davantage, alors que d'autres non. Il y avait des participants qui ont soulevé certains besoins, peut-être qui ne pourront pas être directement répondus par ces ateliers, mais qui pourront être pris en compte pour d'autres projets. Mais c'était principalement ça. En termes de pratique, j'aimerais juste partager certains messages. Donc, si on parle des ateliers qui ont plus une visée réflexive, donc il est très important de prendre le temps nécessaire en concentrant les efforts sur le but principal de l'activité, d'assurer la participation active des étudiants, d'assurer le consensus des participants au niveau de la prise de décision, d'avoir des alliés pour différents types de soutien, de penser le développement, l'évolution d'un espace de réflexion collective, de réflexion à un espace d'action, de soutenir les étudiants pour se positionner au sein de l'école, donc de trouver leur place, la place de cette initiative et de leur réflexion, et d'être outillé aussi, que l'animatrice soit outillée pour soutenir les personnes qui vont partager leur expérience de racisme et de discrimination. Pour conclure, je voulais juste mettre en avant, comme souligner deux grandes lignes de message. C'est l'importance du rôle et la place des étudiants dans ce type d'initiative. Donc, et leur place, et en parlant de place, on parle aussi d'engagement et de différentes formes d'engagement. Donc, comment on va s'assurer que ce type d'initiative va pouvoir comme continuer après que les étudiants finissent leur cohorte ou passent à d'autres choses ou
peut-être ils sont occupés ça veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressés, mais c'est juste que comme les personnes ont déjà comme beaucoup de responsabilités et c'est aussi une responsabilité de s'engager dans ce type d'initiative de mobilisation. Et par là, on fait le lien à la question de pérennité de l'initiative, comment assurer la pérennité de ce type d'atelier d'échange, comment faire avec tout ce qui a été dit, en incluant aussi les étudiants dans la pérennité. Mais comme il y avait plusieurs questions qui peuvent remonter, donc, comment passer d'une réflexion collective à une action collective? Comment est-ce qu'on a besoin, qui sont les alliés qui pourront aider à continuer ce type d'activité, d'organisation? Donc, il y a plusieurs questions qui sont soulevées par rapport à ces deux points. Donc, pour l'instant, merci beaucoup pour votre attention. Je ne sais pas si Rosemary ou Edouard, vous aimeriez ajouter quelque chose, mais je pense que ça sera plus dans le temps de... On va laisser pour les questions. On va laisser. Merci. Merci beaucoup, Yara. Et ton équipe de direction, c'est une excellente présentation. Bravo pour tout ce travail. En attendant que j'aille voir s'il y a des questions sur le chat, j'ai peut-être une question pour toi également, ton équipe. Qu'est-ce qui vous a surpris le plus lors du projet? Est-ce qu'il y a un élément que vous n'attendiez pas, un élément de surprise dans la révélation des étudiants, dans la mise en place, où tous les résultats allaient dans vos hypothèses de base? Je vais prendre la parole, je vais laisser. Donc, comme moi, j'ai été déjà l'idée de vivre du racisme au sein de l'école de travail social, c'était déjà choquant pour moi au début. Mais je pense qu'au début, dans la phase de consultation, comme il y avait des professeurs qui ont déjà eu des complaintes qui nous a aidé aussi d'établir une meilleure base de connaissances de ce que les étudiants peuvent partager. Et avec comme notre recherche qu'on a fait, c'était pas comme c'est quelque chose de il n'y avait pas quelque chose de très surprenant dans ce qui a été dit. Donc, pour moi, c'était ça de ma part. Je vais juste ajouter une petite surprise pour moi. C'était en fait les impacts de ce projet d'intervention effectué par Yara et en lien avec la mise en place de notre comité antiraciste. Ça fait presque 1 an que ce comité était mis en place. Puis cette année, le nombre d'étudiants et d'étudiantes racisés qui s'impliquent, soit dans ce comité ou dans d'autres initiatives, dans l'assaut étudiant, pour la première fois, on a eu comme 4 ou 5 activités qui étaient organisées par les étudiants et étudiantes noirs de notre école pour marquer l'histoire des Noirs. Donc, je pense que ce genre d'implication, ça m'a un peu surpris. Puis, on est juste en train de voir comment est-ce qu'on pourrait revoir la structure pour s'assurer que tout le monde puisse s'impliquer. Ça, c'est un autre enjeu, un défi en termes de la pérennisation aussi des impacts du projet porté par Yara. Je pense que moi, je peux ajouter que j'aurais aimé être plus surprise par les réponses qu'on a vues dans le questionnaire, que je pense que j'aurais aimé être plus choquée par le fait que oui, il existe du racisme et de la discrimination au sein de notre école. Et en termes de ce qui me surprise, plus que ce que je trouve impressionnant et important, c'est l'engagement continu de certaines étudiantes. Et ça, c'est ça où la pérennité du projet, il y a une importance qu'on continue à collaborer avec les étudiants, ces étudiants pour combattre et lutter contre les situations de discrimination. C'est ça.
Merci beaucoup. Il y avait un commentaire aussi dans le chat qu'une personne trouvait que aussi le fait qu'il y avait des comportements peut-être discriminatoires entre étudiants qui avaient été soulevés. Et vous apportez les deux dans vos deux projets pour les deux équipes, le fait que vous avez utilisé un format en ligne pour faire des activités. Puis en début de rencontre, il y a une personne qui a mis un commentaire, mais c'est des sujets sensibles. Comment on arrive à sensibiliser à la diversité culturelle ou apporter un espace d'échange sécuritaire autour de la discrimination dans nos environnements très peu sécuritaires qui est peut-être Zoom ou Teams? Alors, peut-être j'aimerais vous entendre là-dessus pour peut-être des pistes parce que je pense que c'est une voie où les gens, il y a beaucoup de participation, mais quelles sont les forces peut-être ou les limites ou les trucs à mettre en place pour bien baliser ces échanges-là? Je peux me lancer si vous voulez. C'est exactement la raison pour laquelle on a résisté aussi longtemps, Julie et moi, à donner la formation en ligne. Parce que on savait très bien qu'il y a des sujets qui sont difficilement abordables avec Zoom et Teams, mais on y est arrivé. Mais je vous dirais que c'est peut-être de nommer ces choses-là, de nommer le fait qu'on va aborder des choses, des sujets sensibles, difficiles, que peut-être que parfois dans nos partages d'expériences, qu'on va peut-être être porteur de préjugés. On le dit aussi, on dit, vous avez peut-être des préjugés, c'est normal. On se base sur certains écrits philosophiques là, qui entre guillemets, réhabilitent le préjugé, pas pour rien faire avec, ou bien au contraire. Je pense à Gadamer, par exemple, où on a tous des préjugés, des jugements anticipés ou des idées préconçues sur certaines choses. Et puis, on va déconstruire tout ça. Donc, on leur dit de ne pas avoir peur, qu'on est dans un espace où la parole est libre et que je pense que ça aide parce que on a réussi à atteindre un assez haut niveau là, de sensibilité là, puis de sujets où on aurait pu croire a priori qu'il y avait tous les ingrédients réunis pour des dérapages et puis ça ne s'est jamais produit. Donc, je pense que les gens arrivent quand même assez bien à créer un lien de confiance, à se faire confiance entre eux et puis pour pouvoir suivre le cours, parce que je pense que sans ce partage-là d'expérience, puis sans on marche sur des œufs, parfois il y a des œufs qui cassent, c'est évident. Il faut pas avoir peur de ça, et puis quand les gens viennent dans nos formations, je pense qu'ils le savent à quelque part. Ce n'est pas une formation obligatoire. Il n'y a personne qui arrive à reculons ou à rebrousse-poil. Ils viennent parce qu'ils veulent approfondir leur réflexion. Puis, je pense qu'il y a déjà au départ un certain biais dans le profil des participants. Et puis, pour notre part, en tout cas, c'est jamais arrivé qu'il y a eu d'accro lié à un sujet trop sensible. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais on essaie en tout cas de les rassurer en leur disant qu'on a tous des biais intellectuels, disciplinaires, liés à notre parcours, et puis c'est pas grave, on va en discuter. Mais il faut le dire, il faut l'expliciter, par exemple. Il ne faut pas s'imaginer que ça va de soi, que les gens vont adhérer à ça si on leur explique pas. Je pense que ça aide à mettre en confiance. En état culturel, je pense que tout doit être dit de manière explicite. Je ne sais pas si pour le projet en travail social, vous avez des réflexions aussi sur l'utilisation du mode virtuel pour les espaces de rencontre ou d'échange avec cette thématique. Je pourrais aller. Donc, déjà, il y a un facteur qui était aidant, c'est que les étudiants étaient déjà à l'aise un peu avec tout ce qui est le Zoom et la distance. Je ne dis pas que c'était un facteur qui démotive certaines personnes pour y participer, mais comme on a déjà mentionné, c'est juste de confirmer, de recadrer c'est quoi cet espace-là, de confirmer, de rappeler c'est quoi les règles, quand on parle donc de créer cet espace-là, même si on n'était pas présentes ensemble. Et le fait que les personnes étaient, comme il y avait les personnes qui étaient présentes, comme ce sont les mêmes personnes qui ont pu participer, ce qui a créé comme la façon dont ils étaient beaucoup plus à l'aise pour en parler davantage au cours des suites des ateliers.
par la suite. Peut-être un petit mot par rapport à l'autre question. Il y a une de nos collègues à notre école, Sophie Hamilton, qui a aussi mené un projet de formation. Puis elle a présenté récemment, puis elle est en train de vraiment finaliser ce projet. En fait, il y avait au moins une personne qui était impliquée au projet de Yara qui aussi était impliquée dans le développement de ce projet de formation. Puis ça peut être aussi un sujet d'un futur webinaire peut-être l'année prochaine, mais ça, c'est aussi un autre moyen, c'est de vraiment développer les outils pédagogiques pour faciliter l'animation des discussions qui sont difficiles. Puis la dernière chose, c'est en tant qu'enseignant, enseignante ou la personne qui va animer la discussion, c'est important d'être transparent dans vos approches. Quelles sont vos approches pédagogiques et comment est-ce que ces approches vont être utilisées? Ça permettrait les personnes de prendre des décisions éclairées sur leur participation à ces discussions. Merci beaucoup pour votre participation. Il y a déjà 1h01. Je pense qu'on a des échanges riches. Je remercie tout le monde d'avoir partagé leurs bons coups en enseignement et en recherche. Je vais prendre peut-être un 30 secondes pour vous mentionner, puis je l'ai mis dans le chat, que le prochain rendez-vous pour ces midis webinaires, le prochain va être le 27 avril. Et le sujet est le récit de prospective pour faciliter la compréhension de la participation publique à l'anticipation des enjeux du futur. Alors, je vous ai mis le lien dans le chat si vous êtes intéressés. Alors, je vous remercie énormément pour votre participation. Bon succès à tous, puis en souhaitant que les questions soulevées portent fruit au sein d'autres personnes et d'autres facultés, d'autres écoles dans les prochaines semaines, mois, années. Alors, je vous souhaite une excellente journée et merci pour votre présence.